Il tenait à peine debout, côte saillante, une patte qui traînait, les yeux ternes comme une lanterne à court d'huile. Le champ de foire grouillait d'acheteurs, des éleveurs en quête de force, de vitesse et de bonne race. Mais ce taureau, il n'avait rien de tout cela. Il était le dernier de la file, attaché à un poteau rouillé, ignoré, jugé, oublié. C'est alors que le vieux Georges le vit. Le fermier était venu pour des graines, pas pour du bétail. Mais ses bottes s'arrêtèrent sur le gravier, comme tirées par quelque chose d'invisible. Le soleil frappa le visage du taureau juste comme il fallait, et dans cet animal brisé, Georges vit une histoire qu'il ne connaissait pas encore. « Qu'est-ce qui lui est arrivé ?» demanda-t-il. Le commissaire-priseur haussa les épaules. « Malade. Peut-être qu'il a été frappé. Il ne vaut rien. Il sera de la viande dans 2 jours. » Il y eut une pause. Georges regarda de nouveau. Quelque chose dans l'immobilité du taureau. Ce n'était pas de la peur. Ce n'était pas non plus de la faiblesse. C'était de l'observation. Comme s'il savait. « Je le prends », dit le vieil homme doucement. La foule murmura, confuse. Quelques-uns gloussèrent. « Le vieux perd la tête », chuchota quelqu'un. Mais Georges s'en moquait. Il ne savait pas pourquoi il le faisait, juste qu'il devait le faire. Et ainsi, sans le savoir, il ramena à la maison plus qu'un taureau. Il ramena un secret. Si vous croyez aux secondes chances, cette histoire est pour vous. La remorque cahota tout le chemin du retour à la ferme, la poussière traînant derrière elle comme un ruban dans le vent. Georges conduisait en silence. Ses mains agrippaient le volant, ses pensées embrouillées par le doute. Qu'avait-il fait? Le taureau ne bougea pas pendant tout le trajet. Il restait debout, à peine en équilibre, mais ses yeux restaient ouverts, observant, attendant. Quand ils arrivèrent à la ferme, Georges arrêta la remorque à côté du vieux enclos. Les autres animaux se tenaient à distance. Les poules gloussaient nerveusement. Les chiens aboyèrent, puis se turent, les oreilles baissées, la queue raide. C'était comme si quelque chose dans l'air avait changé. Il ouvrit la porte de la remorque et attendit. Lentement, le taureau descendit, un sabot après l'autre, lourd et hésitant. Son corps tremblait légèrement, non seulement par faiblesse, mais par retenue, comme s'il retenait quelque chose en lui. Georges avait bâti cet endroit de ses propres mains. Hectare après hectare de collines douces, une grange rouge patinée, des arbres fruitiers qui pliaient sous le poids des saisons. Mais maintenant, alors que le taureau se tenait sous le vaste ciel, la ferme semblait différente. Il ne mangea pas beaucoup cette nuit-là. Il resta simplement dans le coin de l'enclos, face aux arbres. Sa tête était penchée, écoutant. Quoi? Georges n'aurait pas pu dire. Le lendemain matin, le vieil homme lui apporta de l'eau et des céréales. Le taureau ne bougea pas au début, puis avec une lente précision, il tourna la tête et croisa le regard de Georges. Il y avait quelque chose dans ce regard, pas de douleur, pas de confusion, mais de la concentration, comme s'il essayait de se souvenir de quelque chose. Georges gloussa. « Tu as des fantômes dans la tête, n'est-ce pas ?» Mais le taureau ne cligna pas des yeux. Il se contenta de fixer. Cette nuit-là, Georges s'assit sur le porche avec une lanterne et son café noir. Le vent apportait d'étranges bruits de la forêt, des bruissements lointains, un léger bourdonnement, presque métallique. Les chiens n'aboyèrent pas une seule fois. Dans l'enclos, le taureau se tenait dans la même direction, vers la forêt, toujours à l'écoute, toujours en attente. Et Georges, pour la première fois depuis des années, sentit quelque chose dans sa poitrine qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, un malaise. Georges vivait seul depuis plus de 20 ans. Ses mains étaient calleuses à force de travailler la terre, son dos courbé par le temps. Il n'était pas du genre à beaucoup parler, pas même avec les voisins, qui étaient rares, mais chaque dimanche, ponctuel comme une horloge, sa fille Sophie arrivait de la ville, apportant des provisions et son petit-fils curieux aux grands yeux, Léo. Léo avait 8 ans. Maigre, silencieux et toujours avec un petit carnet de croquis sous le bras. Il ne parlait pas beaucoup non plus, mais il voyait tout, surtout des choses que la plupart des gens ignoraient. Ce dimanche, alors que la voiture montait le chemin poussiéreux, Léo se pencha par la fenêtre. « Papy, qu'est-ce que c'est ?» Georges regarda où le garçon pointait du doigt. Le taureau se tenait immobile au bord de l'enclos, presque comme une statue taillée dans la terre. « Des ennuis », murmura Georges. « Achetée par pitié. Pauvre bête, elle est à bout. »
Léo ne dit rien, mais la façon dont ses yeux s'attardèrent sur l'animal, Georges le remarqua. Après le déjeuner, pendant que Sophie balayait le porche et que Georges vérifiait le réservoir d'eau, Léo se dirigea vers la clôture. Le taureau ne bougea pas. Sa tête tourna légèrement, juste assez pour voir le garçon. Ils se regardèrent longuement. Léo ouvrit lentement son carnet de croquis et commença à dessiner. Il ne baissait pas les yeux, il gardait ses yeux fixés sur le taureau. Dans ces lignes, il ne dessina pas de faiblesse, il dessina de la force silencieuse. Quelque chose qui avait été caché, enterré sous la maladie et le temps. Dans la maison, Sophie soupira. « Papa, pourquoi as-tu amené cette chose ici, et si c'est contagieux ?» Georges haussa les épaules. Ça ne me semblait pas juste de le laisser là. De plus, ce n'est pas le genre à abandonner facilement. Sophie leva les yeux au ciel. Eh bien, tiens Léo éloigné de lui. Mais Léo avait déjà décidé. Cette nuit-là, sous la lumière vacillante d'une vieille lampe de plafond, il montra le croquis à son grand-père. Georges plissa les yeux. C'était le taureau, mais pas tel qu'il était. Le dessin le montrait sauvage, majestueux, ses cornes brillant au clair de lune. Il baissa les yeux vers le garçon. « Pourquoi l'as-tu dessiné comme ça ?» Léo murmura seulement « Parce qu'il est comme ça ». Georges ne répondit pas. Mais au fond de lui, il le sentait aussi. Quelque chose se préparait. Quelque chose qui ne pouvait être expliqué. Les jours s'écoulèrent lentement, comme du sirop de sucre s'écoulant d'une vieille carafe. Le taureau, toujours sans nom, resta distant. Il mangeait juste assez pour survivre, ne faisait jamais de bruit, ne réagissait jamais aux autres animaux. Mais la tension autour de lui était comme un mur invisible. Les ouvriers agricoles qui aidaient à la récolte évitaient complètement l'enclos. « Ne lui tourne surtout pas le dos », avertit l'un d'eux. Il y a quelque chose dans ses yeux, trop silencieux. Un autre, superstitieux, faisait le signe de croix chaque fois qu'il passait. « Il est maudit », murmura-t-il. « Ce n'est pas une maladie ordinaire, c'est comme s'il attendait quelque chose, ou quelqu'un. » Georges les congédiait, mais il était lui aussi inquiet. Chaque matin, le taureau se tenait dans la même direction, vers la forêt. Ne bougeait jamais, ne clignait jamais des yeux si l'on s'approchait, comme une statue qui garde un secret. Un matin, le coq ne chanta pas. Les poules furent retrouvées recroquevillées dans le coin de leur poulailler, silencieuses et tremblantes. Un poteau de clôture au bord de la forêt était cassé en deux, pas de traces. Pas de signe de lutte, juste l'air, froid, lourd, faux. Georges ne dit rien, mais cette nuit-là, il ferma la grange à clé pour la première fois depuis des années. Léo, cependant, n'avait pas peur. Il venait tous les jours avec son carnet de croquis et s'asseyait à quelques mètres de la clôture, dessinant en silence. « Il n'est pas méchant », dit le garçon un jour. « Il est juste pas d'ici. » Georges gloussa nerveusement. « Quoi, comme d'une autre planète ?» Léo ne rit pas. Non, d'un autre genre d'endroit, un endroit où il faut cacher qui l'on est. Georges ne savait pas quoi dire, mais quelque chose dans la façon dont le taureau observait le garçon calme et sans ciller fit que le fermier s'arrêta. Les rumeurs cependant grandissaient. Une voisine passa avec des œufs frais et, apercevant le taureau, recula d'un pas. « Êtes-vous sûr que cette chose est sûre ?» demanda-t-elle. « On dirait qu'elle a vu la guerre. » Georges ne répondit pas. Mais la vérité était qu'il ne le savait pas non plus. À mesure que l'été s'approfondissait, la terre devenait plus silencieuse. Pas seulement dans le son, mais dans la sensation. Le chant des oiseaux diminua. Les nuits devinrent plus lourdes. Et le taureau, toujours sans nom, toujours silencieux, resta enraciné au bord de l'enclos, toujours tourné vers la forêt. Léo venait chaque après-midi s'asseoir près de la clôture. Il n'apportait pas de jouets, ne courait pas comme les autres enfants. Il s'asseyait simplement là et observait. Parfois, il fredonnait une mélodie si doucement qu'elle faisait presque partie de la brise. Le taureau écoutait, toujours. Un jour, Léo se pencha et murmura quelque chose à travers les barreaux de bois. « Tu n'as plus à te cacher. » Le taureau cligna des yeux. Une seule fois. Et à ce moment-là, quelque chose changea. Plus tard, ce soir-là, Georges réparait une charnière cassée près de la grange lorsqu'il remarqua quelque chose. Le taureau s'était déplacé,
pas loin, mais suffisamment pour briser son schéma. Il était maintenant plus près de la maison, la tête légèrement tournée vers le porche, où le carnet de croquis de Léo avait été oublié sur une chaise. Ce n'était pas un hasard. Cette nuit-là, le vent hurla plus fort que d'habitude. Un coup de tonnerre soudain retentit dans le ciel, bien qu'aucun nuage ne fût visible. Les chiens grognèrent dans le vide. Les chevaux refusèrent d'entrer dans les étables. Georges alluma sa lanterne et sortit, le cœur battant la chamade. Le taureau se tenait immobile au milieu du pâturage. Mais ses oreilles frémissaient. Il écoutait, de nouveau, quelque chose que personne d'autre ne pouvait entendre. Georges observa longtemps. La flamme dans sa main vacillait. Puis il murmura dans le vent. « Qu'es-tu » Au matin, le lien entre le garçon et le taureau s'était approfondi en quelque chose de tacite. Léo ne se contentait plus de regarder. Il lui parlait, non avec des mots, mais avec sa présence, avec le silence, avec des dessins. Un jour, il grimpa par-dessus la clôture et posa doucement sa main sur l'épaule du taureau. Georges le vit depuis le porche. Son cœur se glaça. Mais le taureau ne tressaillit pas. Au lieu de cela, il baissa la tête juste légèrement vers le garçon. Et pendant un court instant, il sembla s'incliner. Le vieil homme se frotta les yeux. Personne ne croira ça. Et au fond de lui, il commença à se demander, était-ce la grâce qui avait amené le taureau ici, ou le destin? Quelque chose n'allait pas. Georges le sentit d'abord dans ses os. Une traction froide qui s'incrustait profondément et ne partait pas, même sous le soleil d'été. Les animaux le sentaient aussi. Les chèvres refusaient de paître près de la forêt. Les chiens restaient sous le porche, les oreilles basses, les yeux fuyant vers la forêt. Même l'air avait changé. Il était plus lourd, plus silencieux, comme s'il retenait son souffle. La nuit, d'étranges bruits résonnaient dans les champs. Pas les cris habituels des hiboux ou le bruissement des sangliers. Ceci était plus profond, plus intentionnel, comme quelque chose qui allait et venait. Observant. Un matin, Georges trouva une trace de branches brisées au bord de la forêt. Pas d'empreinte, pas de marque de griffes, juste une pression, des marques profondes dans la terre, comme si quelque chose de massif était passé. Il renforça la clôture, rapprocha le bétail de la grange, dit à Sophie de ne pas amener Léo pendant quelques jours. Mais le garçon vint quand même. « Papy, dit Léo un après-midi, il est nerveux. » Georges suivit le regard du garçon. Le taureau était immobile, oui, mais maintenant il y avait une tension dans ses muscles. Sa queue bougeait plus fréquemment. Ses yeux, normalement illisibles, étaient fixés sur le bord de la forêt. Sans ciller. « Qu'est-ce qu'il attend » murmura Georges. Léo ne répondit pas. Il ouvrit simplement son carnet de croquis et tourna une page vierge. Cette nuit-là, la tempête arriva enfin. Non pas de pluie, mais de silence. Un silence si épais, si surnaturel, qu'il submergeait même les grillons. Les lanternes dans la maison vacillèrent. Le vent hurlait à travers les fentes des cadres de fenêtres, et dans la grange, les animaux frappaient le sol sans raison. Puis un cri, lointain, près des collines, pas humain, pas animal, quelque chose entre les deux. Georges saisit son fusil et sortit, le cœur battant. Il scruta l'obscurité mais ne vit rien. Seulement le taureau, debout à la porte, la queue raide, le souffle lourd. Mais ses yeux, ils brillaient. Pour la première fois, Georges sentit la peur. Non pas du taureau, mais de ce qui pouvait être dehors. Et d'une certaine manière, il savait. Le taureau n'avait pas peur. Il était prêt. Quoi qu'il arrive, ce n'était pas la première fois qu'il le rencontrait. Et ce ne serait pas la dernière. Le lendemain matin fut un silence surnaturel. Pas d'oiseaux, pas de vent, juste un calme étouffant. Georges n'avait pas dormi. Il avait observé la forêt depuis la fenêtre toute la nuit. Mais rien n'était venu. Jusqu'au lever du soleil. C'est là qu'il le vit. Une profonde déchirure dans la ligne de clôture est, non pas déchirée, éventrée, comme si quelque chose d'une force terrifiante avait traversé. Des arbres étaient pliés, la terre déplacée, et dans le sol, de longues traces, traînantes, comme des griffes. Il suivit la trace à pas lents, le fusil à la main. L'air sentait le fer. À mi-chemin du ruisseau, il trouva ce qu'il restait d'un sanglier. Démembré, non pas mangé, détruit,
Quoi que ce soit qui avait fait cela, il n'était pas venu pour se nourrir, il était venu pour dominer. Il fit demi-tour immédiatement, le cœur battant. Léo était déjà dehors, debout près du taureau. « Rentrez tout de suite !» ordonna Georges, sa voix plus tranchante que d'habitude. Léo ne bougea pas. « Il sait ce que c'est », dit-il doucement. Le taureau se tenait dans une posture basse et défensive, les muscles tendus, les narines dilatées. Ses yeux étaient fixés sur le bord de la forêt. Georges pouvait le sentir maintenant aussi. Quelque chose les observait. Puis vint le son, profond, guttural. Un grognement, mais d'aucune créature que Georges connaissait. Pas un loup, pas un jaguar. Quelque chose d'ancien, oublié. Des branches se brisèrent, les arbres bougèrent. Georges leva son fusil, mais le taureau s'avança. Ce n'était pas une attaque, c'était un avertissement. La créature ne se montra pas entièrement, juste une silhouette entre les troncs. Massive, ombre, elle se déplaçait avec une immobilité trop antinaturale pour sa taille. Puis elle s'arrêta. Une paire d'yeux pâles et lumineux regarda depuis l'obscurité, fixée sur Léo. Le garçon se figea. Et à ce moment-là, le taureau mugit, un son si fort, si guttural, qu'il fit trembler le sol sous eux. Ce n'était pas de la peur, c'était un ordre. La chose dans la forêt hésita, et pendant une seconde, Georges vit quelque chose qu'il ne pouvait expliquer, la peur dans ses yeux. Le taureau racla le sol avec ses sabots, les muscles ondulants sous sa peau cicatrisée. Quoi que fût cette chose, elle le reconnut, et elle recula, disparut dans la forêt, aussi silencieusement qu'elle était venue. Léo se tourna vers son grand-père. « Je te l'avais dit, il n'est pas d'ici. » Et Georges, enfin, crut. La créature ne resta pas loin. Cette nuit-là, le taureau ne dormit pas. Il se tenait seul près de la clôture, le corps tendu, face à la forêt comme un gardien sculpté dans la chair et les os. Pas même le vent ne le bougeait. Georges tenta de se reposer, mais le malaise rongeait sa poitrine comme un tambour d'alarme. Les chiens gémissaient, la queue entre les pattes, les chevaux frappaient leur stalles, et les arbres. Ils murmuraient. Léo, malgré toutes les protestations, resta près du taureau. « Je n'ai pas peur, dit-il. Il est là pour une raison. » Georges observa le garçon poser une main sur l'épais pelage du taureau. C'est alors que le vieil homme le vit. Le corps du taureau, blessé, usé, bourdonnait. Pas avec un son, mais avec de l'énergie. Cela pulsait sous sa peau, comme quelque chose qui attendait d'être libéré. Georges comprit enfin. Le taureau ne se cachait pas parce qu'il avait peur. Il se retenait. Au matin, les signes étaient pires. Des arbres au bord du pâturage avaient de nouveau été écorchés, cette fois plus haut. L'écorce arrachée, la sève s'écoulant comme du sang. Une ombre avait traversé la terre, mais une seule créature le sentait pleinement. Le taureau. Il se déplaçait différemment maintenant. Non pas faible, non pas lent. Il patrouillait. Ses yeux ne quittaient jamais la lisière de la forêt. Un doux souffle à l'aube, de la tension au crépuscule. Personne d'autre ne voyait le chasseur, mais il le sentait. Puis vint le second coup. Cette fois, en plein jour. Les poules crièrent en premier, puis les chèvres. Quelque chose se déplaça dans le verger, rapide et profond. Des branches se cassèrent, des sabots tonnèrent. Des cris résonnèrent depuis le champ en contrebas. Léo s'était dirigé près du ruisseau. Le taureau le vit, et sans hésiter, il courut. Pas de boitement, pas d'hésitation. Son corps tonna à travers le pâturage, comme une force de la nature renaissante. La poussière explosa sous ses sabots. La terre trembla. Georges eut à peine le temps de crier. Il vit la silhouette maintenant, émergeant de la forêt. Profonde, sombre, rapide. Trop rapide, et Léo, trop loin. Le taureau l'atteignit en premier. Juste au moment où la créature sauta des arbres, le taureau pivota et encaissa le coup de plein fouet. Cornes accrochées, corps tordu dans une défense violente. Un cri inhumain résonna à travers les arbres. Et soudain, le chasseur n'attaquait pas un enfant. Il combattait un gardien. L'impact secoua la terre. La poussière explosa autour d'eux alors que la créature s'écrasait sur le flanc du taureau, les griffes étincelantes, les dents claquant. Mais le taureau ne tomba pas. Il absorba l'impact.
Ses sabots s'enfoncèrent profondément dans le sol, les muscles ondulant comme des cordes de pierre. Léo trébucha en arrière, les yeux écarquillés, le cœur battant dans sa poitrine. La chose était différente de tout ce qu'il avait jamais vu, ombreuse, osseuse, avec des yeux qui brillaient comme des braises ardentes. Elle grogna et se précipita de nouveau, cette fois vers le garçon. Mais le taureau se retourna. L'une de ses cornes frappa le flanc de la bête, entaillant profondément. Un hurlement s'éleva de la forêt. Georges accourut, le fusil tremblant dans ses mains, mais il s'arrêta brusquement. Il ne pouvait rien faire. Aucun tir ne pouvait atteindre assez vite. C'était entre eux maintenant. Le taureau mugit, pas un beuglement. Un mugissement qui transperça l'air comme un cri de guerre d'un autre âge. La créature tressaillit. Et pour la première fois, elle tenta de fuir. Mais le taureau poursuivit. Blessé, oui. Saignant, oui, mais inarrêtable. Il repoussa la chose, pas à pas furieux, à travers le pâturage, vers la forêt, loin du garçon. Puis, à l'orée du bois, la bête se retourna, désespérée, et se précipita de nouveau. Ce fut une erreur fatale. Le taureau chargea, et d'une dernière poussée, cornes baissées, tout son poids derrière, il projeta la créature dans la terre avec un son qui fit taire même le vent. Georges resta figé. Léo serra son carnet de croquis contre sa poitrine, les yeux pleins de larmes. Le taureau recula. La créature gisait immobile. Puis, comme de la fumée, elle se dissipa, pas en sang ou en corps, en ombre, comme si elle n'avait jamais été réelle, comme si elle n'avait été que la peur sous forme. L'air changea, les oiseaux revinrent, le vent se mit à souffler, la terre expira. Et le taureau, son corps déchiré, son souffle haletant, se tourna vers le garçon. Il boita lentement vers Léo, chaque pas plus lourd que le précédent. Et puis, avec une incroyable douceur, il baissa sa tête massive et poussa l'épaule du garçon. Léo passa ses bras autour de son cou. Des larmes silencieuses coulaient. Georges les rejoignit finalement et s'agenouilla à côté du taureau. Il regarda les yeux de l'animal, si remplis de douleur, de force, de quelque chose de plus que l'instinct. « Tu savais, » murmura le vieil homme. « Tout ce temps, tu savais. » Et le taureau, pour la première fois, ferma les yeux, non pas en défaite, mais en paix. La ferme fut silencieuse pendant des jours. Personne ne vint, personne ne demanda. C'était comme si la terre elle-même avait convenu. Ce qui s'était passé ici n'était pas destiné à être expliqué par le monde. Le taureau gisait sous le vieux figuier près de la grange. Georges et Léo soignaient ses blessures quotidiennement. De l'eau, de la pommade, du silence. Ils ne se défendaient jamais. Ils se contentaient de les observer, comme toujours. La nouvelle se répandit, comme c'est toujours le cas dans les petites villes. Les voisins vinrent, curieux, mais leurs yeux trahissaient un malaise. « Ce taureau a sauvé le garçon ?» demanda l'un d'eux, incrédule. Georges se contenta d'acquiescer. « Il est dangereux !» chuchota un autre. Georges se tourna vers lui ferme. « Il est loyal, plus que je ne peux le dire de la plupart des hommes. » Léo ne le quitta jamais. Il lui donna un nom, Bruno. C'était simple, doux et portait du poids. « Je crois qu'il l'avait toujours eu, » dit le garçon. « Nous ne savions juste pas comment écouter. » Georges ne le contredit pas. Quelque chose avait également changé chez le vieil homme. La peur qui avait jadis hanté son silence laissait maintenant place à autre chose, le respect, la gratitude. Un matin, alors que le brouillard se levait sur les collines, Georges alla au figuier avec une tasse de café. Bruno était debout, pas entièrement remis, mais fort, la tête haute, son corps marqué de cicatrices, mais fier. Léo courut vers lui en riant, et pour la première fois, Bruno s'abaissa, non par faiblesse, mais pour rencontrer le garçon à hauteur des yeux. Georges sentit une oppression dans sa poitrine, un nœud d'émotion qu'il n'avait pas ressenti depuis des décennies. Il s'approcha, posa une main sur l'épaule massive du taureau et dit, presque à lui-même, « Je t'ai amené ici parce que je pensais te sauver. » Il regarda dans les yeux profonds et sages de Bruno. « Mais c'est toi qui nous as sauvés. » À partir de ce jour, Bruno ne fut plus seulement un animal. Il devint un symbole de force silencieuse, de protection.
de seconde chance. Et quand les tempêtes reviendraient, et elles le feraient, tout le monde dans cette vallée savait, il y avait un gardien qui veillait. Pas par devoir, mais par amour. On dit que chaque âme porte une histoire. Certaines histoires sont bruyantes, chantées sur les scènes, écrites dans les livres. D'autres sont silencieuses, sculptées dans le silence, portées dans les cicatrices, ressenties seulement dans la présence. L'histoire de Bruno ne parlait pas de bruit. Il s'agissait d'observer, d'attendre, de protéger, d'aimer, sans rien demander en retour. Il est arrivé brisé, oublié, dans cette ferme. Tout le monde a vu un taureau mourant, sans valeur, étrange. Mais en lui brûlait un souvenir, un but, un secret qu'il a porté jusqu'au moment le plus important. Et c'est peut-être cela la vraie force. Pas le pouvoir, pas le bruit, mais le courage d'être là, quand personne d'autre ne voit le danger, quand personne d'autre ne comprend. Léo ne l'oublia jamais. Des années plus tard, il grandirait et peindrait l'histoire du taureau aux yeux brillants, le gardien, le protecteur, celui qui s'est incliné devant un enfant et a tenu tête aux ombres. Des visiteurs viendraient à la ferme, certains par curiosité, d'autres à la recherche de quelque chose qu'ils ne pouvaient nommer. Ils verraient le figuier, ils entendraient la brise, et certains juraient qu'ils pouvaient encore le sentir, observant, attendant, protégeant, parce que certains êtres ne sont pas seulement des animaux, ce sont des souvenirs enveloppés de muscles, ce sont des esprits avec des sabots, ce sont la réponse à une question que nous n'avons pas encore appris à poser. Si cette histoire vous a touché, dites-moi ce que vous avez ressenti dans les commentaires. Et si vous croyez que chaque âme a un but, même les silencieuses, abonnez-vous. Nous racontons des histoires comme celle-ci chaque jour. Partagez ceci avec quelqu'un qui croit aux secondes chances. Et dites-moi ci-dessous, pourquoi pensez-vous qu'il a fait ce qu'il a fait ?